À la une de l'actualité, Muriel Aouré a le soutien du président de la République, Alassane Ouattara. La double médaillée d'argent aux Jeux d'athlétisme de Moscou a présenté ce mardi ses médailles au chef de l'État qui l'a félicité au nom des Ivoiriens. L'Afrique du Sud, facile prospère pour certains Ivoiriens, dur pour les autres, surtout pour les étudiants et ceux en quête d'une meilleure condition de vie. La vie des Ivoiriens en Afrique du Sud à suivre dans ce journal. Le vice-président kenyan plaide non coupable devant la CPI. William Ruto a clamé son innocence ce mardi à l'ouverture de son procès pour crime contre l'humanité. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria en visite à Abidjan, il a été reçu ce mardi par le président de la République Alassane Ouattara. Rien n'a filtré des échanges des deux hommes. Olusegun Obasanjo dirige aujourd'hui une fondation qui porte son nom, spécialisée dans le domaine de la sécurité physique des êtres humains et dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Accompagnée de sa mère et de son staff managérial, Muriel Aouré, la vice-championne du monde d'athlétisme dames, a présenté officiellement ses médailles au président de la République. Après son accueil triomphal hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est au tour du chef de l'État, Alassane Ouattara, de recevoir aujourd'hui l'athlète et de la féliciter. Cathy Touré. Étape 2 de la fête à Muriel Aouré. Après avoir enflammé les pistes de Moscou au mois d'août dernier, l'audience a elle accordée par le supporter ivoirien numéro 1, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. À ses côtés, sa mère, son staff managérial et son entraîneur. Au sortir de la rencontre, c'est en parfaite harmonie que le président de la République et sa vaillante athlète se sont exprimés. Alors, je vous présente une personne qui n'a pas besoin d'être présentée. Merci, notre star, notre fierté. Et vous dire que je suis tellement heureux de revoir Muriel et surtout de la féliciter après cette performance exceptionnelle. Vous voyez, j'ai 2 médailles là. 2 médailles. Alors, je lui ai dit que la prochaine fois, nous aurons 2 médailles en or. 2 médailles en or, pardon, voilà. Donc elle va gagner une et moi je gagnerai l'autre. Nous allons la soutenir. On te soutiendra. Et l'entraînement coûte cher, le séjour aux États-Unis coûte cher, les médecins, les kinés, tout cela, la Côte d'Ivoire en fait son affaire. Super. Donc ma fille, je voudrais qu'elle soit rassurée, qu'elle n'a pas plus de soucis à se faire. Merci. Voilà. Je suis très émue et j'ai même pas de mots, je ne sais même pas quoi dire. Vraiment, merci pour tout le soutien et le support. J'appelle vraiment la jeunesse à vraiment essayer. Le travail est vraiment très très important. J'ai travaillé tellement dur pour être ici aujourd'hui. Je ne me suis pas réveillée comme ça en un jour. C'est des années et des années et des années de travail. Devant la popularité et l'admiration que les Ivoiriens accordent à la championne, le président de la République, Alassane Ouattara, a vite fait de prendre les devants avec l'humour qu'on lui connaît. Muriel m'a promis qu'elle ne serait pas candidate en 2015. Plusieurs autres rendez-vous à l'agenda de la princesse des pistes, dont l'apothéose est prévue samedi prochain dans son village natal de Modeste. Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre, quant à lui, a reçu ce mardi le président de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire. La société prépare son congrès en octobre prochain et le chef du gouvernement y est invité. Hugues Eveblé. Chez le Premier ministre, la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire s'est rendue pour lui faire cas de son congrès à venir. Prévu du 7 au 9 octobre, il se tiendra à Yamoussoukro et va réunir les gynécologues, les obstétriciens et les sages-femmes de Côte d'Ivoire, mais aussi leurs collègues d'autres pays d'Afrique et de France. À ce colloque auquel le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été invité, sera évoquée l'amélioration de la santé des Ivoiriens en matière d'accouchement. L'enjeu principal de ce congrès, c'est sensibiliser tous les acteurs de santé à l'amélioration des indicateurs de la santé, tels que réduire
les taux de mortalité maternelle. Car la Côte d'Ivoire rend des comptes à l'étranger, sur le plan international, sur ces indicateurs de santé, qui permet de jauger le niveau de vie, le niveau de développement d'un pays. En 2012, ont été enregistrés 614 cas de décès pour 100 000 naissances. Keiko Honda réaffirme la disponibilité de la Banque mondiale à soutenir l'extension de la centrale thermique d'Azito. La vice-présidente de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, une structure du groupe de la Banque mondiale, s'est rendue ce mardi à la centrale thermique d'Azito pour apprécier le travail d'extension du site. Les explications avec Léon Brou. La MIGA, agence multilatérale de garantie des investissements de la Banque mondiale à la centrale électrique d'Azito. Occasion pour Keiko Honda, vice-présidente de cette institution, de s'imprégner des performances de l'unité de production d'électricité à base de gaz naturel. 2100 gigawattheures en 2012, soit 30% de la production nationale d'électricité. Cette performance, ont expliqué les responsables, devra atteindre les 3000 gigawattheures en mai 2015 à la fin des travaux d'extension de la centrale pour combler le déficit national et exporter davantage d'électricité. Ce projet est important non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais également pour l'ensemble de la sous-région. Et nous sommes fiers, et le peuple de la Côte d'Ivoire doit être très fier. Et MIGA contribuera à l'extension de la centrale d'Azito et assurer qu'elle donne de l'électricité à l'ensemble des citoyens du pays. Notre participation est de plus de 100 millions de dollars sur l'extension de la centrale d'Azito. Ce projet d'extension de la centrale électrique, dite phase 3 d'Azito, va coûter au total 430 millions de dollars, l'équivalent d'environ 200 milliards de francs CFA. Les travaux significatifs vont démarrer en octobre prochain. Pour l'heure, le projet est à sa phase préliminaire avec ses travaux préparatoires. Tous les élèves non inscrits après le 16 septembre prochain seront considérés comme démissionnaires. Depuis le début des inscriptions en ligne, seulement 50% des élèves ont été identifiés. L'information a été donnée par le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Emmanuel. À quelques jours de la rentrée scolaire 2013-2014, seulement un peu plus de 50% des effectifs attendus sont inscrits. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique joue la carte de la fermeté. Tout élève non inscrit une semaine après la rentrée officielle fixée au 16 septembre 2013 sera considéré comme démissionnaire. Le retard de début de cours joue sur le temps scolaire. Nous avons 32 semaines. Il faut que les 32 semaines soient respectées. Et plus on prendra du retard à commencer les cours, plus on va entamer les 32 semaines. Au finish, on n'aura plus peut-être 32 semaines, mais moins de 32 semaines. Et on ne sera pas en conformité avec les normes de l'UNESCO. Le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est également prononcé sur le cambriolage du lycée Mami Feta des jeunes filles de Benjerville. Kouyaté Abdoulaye souligne que les populations doivent retenir qu'aucun établissement secondaire ne dispose de fonds relatifs aux inscriptions en ligne. Il est donc inutile de les cambrioler. 70 élèves formés au métier de la sécurité sociale. Ces élèves sont en fin de formation et ce mardi, ils ont reçu leur diplôme de fin d'études en contrôle de prévention et en technique de sécurité sociale en présence du ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. La cérémonie de remise de diplôme a été organisée par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Maïsako. La couverture de la protection sociale est de 15% en Afrique subsaharienne. Un taux jugé faible au regard des besoins grandissants des populations. Malheureusement, c'est bien le triste taux que nous constatons. Et 15% de couverture, c'est bien trop faible. Et il faut que dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années, nous arrivions à un taux de couverture de 50%. Je crois que c'est un minimum qu'on puisse attendre de l'Afrique. Nous ne pouvons pas nous contenter de ces taux qui sont des taux trop faibles et qui mettent finalement nos populations en danger. La cérémonie de remise de diplôme vient à point nommé pour renforcer l'effectif des travailleurs de la sécurité sociale. Les récipiendaires, au nombre de 70, viennent de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et du Congo.
Ils promettent d'apporter leur pierre à l'édification de la sécurité sociale dans leurs pays respectifs. Je dois intervenir dans des entreprises pour promouvoir la prévention au sein des entreprises parce que aujourd'hui nos travailleurs sont soumis à de nombreux risques. Donc je me dois d'être présente pour ma société, de montrer une bonne image de ma société auprès des entreprises, auprès des travailleurs. Après la formation, nous sortons gestionnaires. Voilà, gestionnaires à la CNPS. À la CNPS, nous avons des titres de gestionnaires. Nous avons les gestionnaires de compte, c'est-à-dire ceux qui sont au service de recouvrement. Et nous avons les gestionnaires qui se chargent des prestations. Une chose, c'est d'avoir la formation, mais une chose, c'est de la mettre en pratique pour la satisfaction de ceux-là même qui nous ont apporté cette formation. Désormais munis de leur diplôme, ces élèves vont être directement affectés dans les caisses de sécurité sociale de leur pays ou dans des entreprises. La lutte contre la désertification piétine, pourtant le désert avance. Les experts ont donc décidé de converger leur politique de lutte contre le phénomène. Ils ont élaboré un document de convergence qui sera adopté par les ministres le jeudi. Mais en attendant, les experts de la sous-région examinent le dit document pour le rendre opérationnel. Les détails avec Noël Gagnou. La forêt en Côte d'Ivoire et dans l'ensemble des pays de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est menacée. Les données statistiques indiquent une disparition de l'ordre de 900 000 hectares par an. Principaux facteurs de cette déforestation, l'agriculture traditionnelle, itinérante, l'exploitation effrénée de bois d'énergie qui représente 80 à 90% de l'énergie consommée dans la sous-région. La CEDEAO et l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, ont décidé avec l'appui de partenaires au développement de circonscrire le mal et freiner l'avancée du désert. Cela depuis plus d'une décennie. Un plan est mis en place à cet effet. Il est intitulé « Plan de convergence pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers de l'Afrique de l'Ouest », couplé du programme d'action sous-régional de lutte contre la désertification. Le commissaire chargé de l'environnement et des ressources en eau, la CEDEAO, situe les enjeux de cette convergence. Quand la grande forêt s'amenuise, les autres, leur dégradation s'accélère. Si la forêt, on arrive à arrêter la dégradation des forêts, en même temps, on arrive à freiner la dégradation des autres écosystèmes. Voilà qui conforte l'interpellation du ministre ivoirien des forêts, de la faune et de l'environnement en direction des experts. Je voudrais pouvoir compter sur vous pour alimenter de vos réflexions ces projets de documents afin de permettre à nos pays de gérer de manière durable et concertée nos terres, nos ressources forestières, fauniques et nos ressources en eau pour le bien-être de nos populations. Le représentant de la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, est du même avis et a souhaité que cette rencontre forge la voie de l'Afrique de l'Ouest dans les perspectives du rendez-vous sur la gestion durable des ressources naturelles. Être plus proche des paysans, c'est ce que veut l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Une direction régionale de l'agence a été ouverte à San Pedro, une région aux énormes potentialités agricoles. Justine Seydjike. L'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, installe 10 délégations régionales pour rapprocher ses services du monde agricole. La zone de San Pedro devient la délégation régionale du Sud-Ouest, couvrant ainsi 8 zones, à savoir Tabou, San Pedro, Sassandra, Soubré, Gagnoa, Oumé, Lakota et Divo. Les 8 chefs de zone passent alors la main au premier délégué régional de San Pedro, Koulibaly Amadou, qui a désormais à charge la gestion technique du monde agricole de cette région aux énormes potentialités agricoles et économiques, du fait qu'elle est la nouvelle boucle du cacao dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial et abrite le premier port mondial exportateur de fèves de cacao. Le directeur général de l'ANADER, Dr Sidiki Sissé, présent à l'occasion, a partagé avec ses collaborateurs sa vision managériale de l'ANADER pour qu'elle demeure le seul partenaire privilégié et incontournable du monde paysan. Il a aussi donné les raisons de l'érection de San Pedro en délégation régionale. Le préfet nous a interpellés par rapport à la création, à la réouverture de la délégation régionale ANADER. Parce que, comme vous le savez, les activités rizicoles, les activités évéicoles, les activités en matière de cacaoculture sont devenues nombreuses. Et beaucoup de partenaires aussi
sont installés dans la région et tout cela appelait que l'ANADER soit à côté puisque c'est elle qui exécute l'ensemble des opérations au niveau du terrain. L'installation de cette délégation régionale de l'ANADER à San Pedro vient donc à point nommé selon les élus locaux et les autorités administratives du département de San Pedro. Un pas de plus vers l'harmonisation de la politique statistique de l'espace CEDEAO. Une politique vient d'être mise sur pied. Elle va permettre à chaque pays de produire des statistiques fiables pour favoriser les prises de décision. On en parle avec Patricia Omouitia. Rencontre importante pour la CEDEAO. Le but est de préparer la réunion ministérielle afin d'évaluer les indices propices à la création du Fonds de développement de la statistique. Le vrai problème des statistiques dans nos pays, c'est le manque de moyens financiers pour soutenir les activités de production de statistiques. Et pourtant, les ressources sont limitées. Déjà, pour faire le plan de production, le plan d'urgence de production statistique en Côte d'Ivoire, ça coûte à l'État ivoirien 3 milliards pour l'année, les 2 années 2011-2012. Donc si on multiplie 3 milliards par 15 pays, vous voyez à peu près ce que ça fait. C'est au moins 45 milliards qu'il faut dans ce fonds pour chaque année produire les statistiques dont a besoin la CEDEAO pour mesurer son développement et faire son suivi de l'évolution. La commission de la CEDEAO, en collaboration avec les instituts nationaux de la statistique des États membres, œuvre dans le domaine de la statistique pour élaborer des documents techniques pour le développement et l'harmonisation des statistiques dans la région. La réunion des ministres en charge de la statistique des États membres de la CEDEAO se tiendra le vendredi 13 septembre prochain à Abidjan. 2000 Ivoiriens vivent en Afrique du Sud. Certains parmi eux sont bien intégrés. C'est le cas de Paul, homme d'affaires, ses activités prospèrent. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres pour qui la vie est bien dure. Delphine Gla, envoyée spéciale en Afrique du Sud, présente dans ce reportage la vie des Ivoiriens dans le pays. Paul est ivoirien. Il vit en Afrique du Sud depuis 18 ans avec sa famille. Il habite Kilam, centre-ville de Johannesburg, dans une villa de 7 pièces. C'est ici que j'ai reçu les Ivoiriens qui sont venus en Coupe d'Afrique. Ils se sont bien amusés ici. C'est en 1995 que Paul est allé en Afrique du Sud. Il est homme d'affaires et manager de 4 cliniques. J'ai des amis sud-africains qui sont associés avec moi pour que j'ai atterri à cette activité. Nous avons des amis qui veulent aller investir en Côte d'Ivoire. Paul a par ailleurs invité les Ivoiriens à travailler davantage pour se faire une place au soleil, car, a-t-il ajouté, rien n'est facile au pays de Mandela. Comme Paul, 2 autres Ivoiriens, Cissé et Kwame, ils sont bien intégrés. Ils ont des ateliers de réparation de voitures. Le travail, rien que le travail, avance Cissé et Kwame, qui font aujourd'hui la fierté des Ivoiriens en Afrique du Sud. Capsule la maison des Ivoiriens en Afrique du Sud, maison située à Yeoville. Il est 20h à Johannesburg, soit 18h à Abidjan. La maison des Ivoiriens, véritable endroit de retrouvailles. Cette maison même qui prend, je peux dire, tous les Africains, tout le monde. C'est cette maison qui reçoit vraiment nous qui sommes quittés à l'ouest. Aujourd'hui c'est mon anniversaire et voilà, on attend des amis. Dans cette ambiance, certains Ivoiriens rencontrent des difficultés. Ils se retrouvent à la maison des Ivoiriens pour partager leurs soucis. Je suis un étudiant, je fais les mines ici. Vraiment, c'est pas du tout facile, mais en matière d'études, on essaie de coller les épaules, de s'adopter et puis d'essayer de faire avec, même si on sait que quand même, si tu as tes diplômes, que tu viens, on te dit donc de recommencer certains trucs à zéro. En fait, nous les étudiants, on a pratiquement un problème ici en Afrique du Sud pour pouvoir fréquenter. On a des problèmes. La communauté ivoirienne en Afrique du Sud est estimée à près de 2000 personnes. L'ancien ministre de l'intégration africaine, Adama Bictogo, était face aux journalistes. L'homme est toujours député d'Agboville.
Opérateur économique averti, il a commenté l'actualité sociopolitique nationale et internationale. Cette interview avec les journalistes s'inscrit dans le cadre des activités de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Honorine Agnigouri. À cette rencontre Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Adama Bitogo, opérateur économique, on a parlé entre autres de la démission de l'ex-ministre du gouvernement, du processus de réconciliation nationale, de la politique, de la construction des logements sociaux par l'État de Côte d'Ivoire, du binôme café-cacao, de la Syrie et des activités de parlementaires et d'opérateurs économiques exercées par l'invité de l'UNJCI. Adama Bitogo a rassuré qu'il se sent très bien dans la fonction d'opérateur économique. Aussi a-t-il indiqué qu'il entend s'investir dans le domaine de la création d'emplois parce qu'habité par le sens du partage. Je me sens bien, très bien comme opérateur économique. Je souhaite pour nous tous une Côte d'Ivoire plus rassemblée pour qu'ensemble nous relevons les défis de l'emploi qui mine nos familles. Là-dessus, c'est dans une Côte d'Ivoire apaisée que nous pourrons trouver les solutions de l'emploi pour résorber le chômage. Le président de l'UNJCI, Moussa Traoré, a saisi l'occasion pour livrer ses priorités axées sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Séance tenante, Adama Bitogo a équipé la bibliothèque de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, des ouvrages de 2 journalistes, Lébri Léon Francis et Vénance Conan. Adama Bitogo a promis d'offrir une ambulance à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire les jours à venir. Un concours de plaidoirie en droit international humanitaire pour des étudiants juristes. Voilà l'idée trouvée par le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, pour faire la promotion du droit international humanitaire. Le concours se tient jusqu'au jeudi prochain au Centre de recherche et d'action pour la paix. Christine Ménan, Francis Boifo. 4 équipes d'étudiants s'affrontent dans un concours de plaidoirie en droit international humanitaire. Les participants sont issus de la faculté de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny, de la chaire UNESCO pour la culture de la paix, de l'Institut universitaire d'Abidjan et de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Participer déjà à ce concours nous permettra d'entrer dans la vie professionnelle carrément. Surtout que nous aimerions avoir une spécialisation en droit international humanitaire. Le concours est organisé par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, en partenariat avec le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP. Ce concours veut favoriser l'insertion professionnelle des étudiants et promouvoir le droit international humanitaire auprès de ceux-ci. Les guerres ont des limites et que c'est un droit qui permet justement d'alléger les souffrances des personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux hostilités et par conséquent qui justement leur permet d'être protégés dans ces situations d'exception. Les lauréats seront connus le 12 septembre et participeront au concours régional francophone de droit international humanitaire à Tunis fin 2013. Jouer un rôle de premier rang dans le règlement des conflits en Afrique, tel est le souhait des médiateurs issus de l'espace UEMOA. Ils tiennent depuis ce mardi à Abidjan la 3e assemblée générale ordinaire de l'association des médiateurs. Ces médiateurs vont désigner au cours des travaux un autre président pour succéder à Albert Tevroïgré, le président sortant. Le reportage d'Emma Niamien. Bientôt une nouvelle orientation de la médiation dans l'espace UEMOA. Les médiateurs des pays membres de la communauté en conclave à Abidjan veulent désormais jouer un rôle de premier plan dans le règlement des conflits dans la sous-région. Pour eux, bien que l'aide extérieure soit d'une importance capitale, le règlement des conflits en Afrique doit être d'abord l'affaire des Africains. Parce que, disent-ils, l'Afrique a ses valeurs ancestrales de règlement des conflits dont ils peuvent s'inspirer pour les adapter aux situations actuelles. On est venu à Abidjan pour une réunion de refondation de la médiation en Afrique. Nous avons une situation explosive sur notre continent et si nous ne faisons pas attention, nous aurons véritablement besoin d'une lourde intervention internationale pour nous sortir d'embarras. Il ne le faut pas. La grande chancelière de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri Diabaté, représentant le président de la République, s'est réjouie de l'implication des médiateurs
des pays membres de l'UEMOA dans la résolution de la crise malienne et celle de la Guinée-Bissau qui est en phase d'être réglée. L'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA a été créée le 29 octobre 2008. Son objectif, renforcer la coopération entre les États et les échanges d'expériences entre les médiateurs de l'UEMOA afin d'améliorer la protection des citoyens et assurer l'efficacité des administrations nationales. Et on reste avec Herman Niamien, l'hôtel Ivoire à 50 ans. Les festivités se tiendront en octobre prochain. Des conférences, des expositions photos, des témoignages vont marquer la célébration de son cinquantenaire. Le lancement des festivités a eu lieu le dimanche en présence de plusieurs personnalités. L'histoire de la construction de l'hôtel Ivoire remonte à une visite du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny au Libéria au début des années 60. Ayant séjourné à l'hôtel Duco International de Monrovia, il eut l'idée de bâtir un hôtel identique en Côte d'Ivoire. Le rêve devenu réalité 2 ans plus tard, rien de grand ne pouvait se tenir en Côte d'Ivoire si ce n'est à l'hôtel Ivoire. L'hôtel a donc abrité de nombreuses conférences de haut niveau, des congrès, des conseils internationaux et hébergé plusieurs sommités mondiales, dont Michael Jackson. Mieux, il était même un lieu touristique pour les Ivoiriens et pour les étrangers de passage à Abidjan. L'hôtel a aujourd'hui 50 ans et demeure toujours le fleuron de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire. C'est un hôtel qui a résisté au temps. Les gens s'imaginent difficilement de voir que l'hôtel Ivoire date de 1963. J'en veux pour preuve lorsque l'épouse du président Clinton est arrivée, Hillary Clinton, elle m'a demandé à moi si l'hôtel venait d'ouvrir. Quand je lui ai dit que l'hôtel a ouvert en 63, elle n'en revenait pas. En tant que quelqu'un qui a plus de 50 ans, je retrouve aussi des éléments de l'époque et je réalise en même temps que beaucoup de choses ont été conservées. Plusieurs activités sont au menu de la célébration du cinquantenaire de l'hôtel Ivoire, notamment des conférences, des expositions photos et des témoignages. Pendant donc 3 jours que vont durer ces festivités au mois d'octobre prochain, les visiteurs pourront s'abreuver des témoignages des anciens et visiter l'hôtel. Les travaux de réhabilitation qui ont lieu en ce moment, eux, sont prévus pour s'achever en 2014. Dans le reste de l'actualité, à La Haye, la première audience du procès de William Ruto a débuté. Le vice-président kényan et son co-accusé Joshua Rapsang sont jugés pour 3 crimes contre l'humanité, meurtre, persécution et déportation par la Cour pénale internationale. Ils plaident non coupables. Costume sombre, l'air détendu, William Ruto s'est présenté ce matin à la Cour pénale internationale. L'instant est historique. C'est la première fois qu'un dirigeant en exercice est jugé à La Haye. Plusieurs députés kenyans sont venus soutenir leur vice-président, lui et son co-accusé, Joshua Rapsang, un animateur radio. Les 2 hommes ont beau comparaître libres, les charges qui pèsent contre eux sont très lourdes. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité pour leur rôle dans les violences post-électorales de 2007-2008 au Kenya. William Samuel Ruto, vous êtes accusé en premier lieu de meurtre, ce qui constitue un crime contre l'humanité. Non coupable. Non coupable, c'est la ligne de défense du vice-président kényan. Face à lui, Fatou Bensouda, la procureure générale, bien décidée à démontrer que William Ruto a, au contraire, joué un rôle de premier plan dans le bain de sang. Une question sera au centre du procès, celle des témoins. Plusieurs d'entre eux se sont rétractés. Alors, avant le début des audiences, et comme elle l'a fait à plusieurs reprises, Fatou Bensouda a dénoncé les intimidations dont certains sont victimes. Je veux remercier spécialement tous nos témoins, des hommes et des femmes courageux qui ont risqué leur vie et celle de leurs proches qui ont résisté à des menaces permanentes et des tentatives de corruption pour que justice puisse être rendue. Cette première série d'audiences doit durer 3 semaines. Le mois prochain, ce sera cette fois au tour du numéro 1 kényan, Uhuru Kenyatta, de comparaître devant la CPI. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. Bonne suite de programme.